Il est 8h, bienvenue. 6h, 9h, votre matinale info avec Pierre de Villeneuve. 8h, le journal Théo Manval. Bonjour Théo. Bonjour Pierre, bonjour à tous. À la une de l'actualité ce matin. Journée peut-être décisive à Nantes. Plus d'un mois après la disparition de Steve, on devrait savoir aujourd'hui si le corps repêché hier dans la Loire est bien celui du jeune homme de 24 ans. Le chiffre décevant de la croissance française, plus 0,2% seulement au deuxième trimestre. On vous explique pourquoi, malgré les efforts, ça ne décolle toujours pas. Dans ce journal également, un nouveau test plus simple, plus rapide et moins douloureux pour dépister le cancer de la prostate. Le procureur de Paris en personne qui plaide jusqu'en pleine nuit des affaires du quotidien pour pallier le manque de moyens. Et puis un pâtissier star qui fait retrouver le goût à ceux qui l'ont perdu. L'initiative exceptionnelle de l'Espagnol Jordi Roca à la fin de ce journal. Europe 1. On saura donc peut-être enfin aujourd'hui, près d'un mois après sa disparition, ce qu'il est advenu de Steve, ce jeune homme de 24 ans, tombé dans la Loire le soir de la fête de la musique après une intervention controversée de la police. Un corps a été retrouvé hier soir dans le fleuve et il pourrait s'agir du sien. Bonjour Hélène Terzian. Bonjour Théo. Vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 à Nantes et vous êtes justement là où le corps a été retrouvé hier, Hélène. C'est précisément juste à côté de l'endroit où Steve avait disparu. Exactement, je me trouve sur l'ancien chantier naval de la ville, au niveau du quai Ferrand de l'île de Nantes, plus précisément tout près de l'énorme grue jaune que les Nantais connaissent bien. C'est ici, au pied du ponton que j'ai sous mes yeux, qu'un corps flottant a été repêché hier. C'est à une centaine de mètres par rapport à l'endroit où Steve a été vu pour la dernière fois le soir de la fête de la musique, après une intervention de la police sur un endroit sans parapet de l'île. C'est là aussi que son portable a borné pour la dernière fois. Hélène, ce corps a été retrouvé. On ne sait pas encore si c'est celui de Steve. Une autopsie est donc programmée ce matin à 10h30. Oui, exactement. Une autopsie indispensable pour identifier le corps parce qu'il est très abîmé, dans un état de décomposition avancée, indiquait hier le procureur de la République. Mais de nombreux éléments laissent penser qu'il pourrait bien s'agir du corps de Steve. C'est ce que confiait l'avocate de la famille que l'on entendait un peu plus tôt sur notre antenne. Par ailleurs, on sait qu'un bijou a été retrouvé sur le corps. Il devait être soumis à la famille du jeune homme. Les résultats de l'autopsie devraient, eux, être connus dans la journée. Hélène, au-delà de la famille, tous les Nantais que vous avez rencontrés depuis hier, vous l'ont dit, c'est la ville tout entière qui attend de savoir pour pouvoir peut-être enfin faire son deuil. Tout à fait, parce que les hommages à Steve qui se multiplient ici depuis plus d'un mois, eh bien, ils sont la preuve que les Nantais comme Charles attendent des réponses. Ça sera un soulagement pour tout le monde, oui. Qu'il soit retrouvé, que le corps soit identifié en tant que Steve. Depuis le temps qu'on le recherche, pour sa famille, pour ses amis, je pense que c'est important. Ça apaiserait un petit peu toutes les questions qui se posent en ce moment sur sa recherche, sur toutes les fresques qui peuvent être mises sur son effigie, les pancartes, des tags, des choses comme ça. Où est Steve Qu'est-ce qui s'est passé ça montre que les gens se posent des questions sur ce qui est concrètement passé et qui veulent le retrouver pour ça aussi. Ça serait bien, oui, qu'on ait les réponses à ces questions, oui, aujourd'hui. Voilà, des réponses, vous l'entendez, attendues impatiemment ici à Nantes, où les recherches se sont intensifiées ces derniers jours pour retrouver le jeune homme de 24 ans. Merci beaucoup Hélène Terzian, en direct de Nantes pour Europe 1. Et je précise que l'enquête de l'IGPN sur les circonstances de l'intervention policière du 21 juin se poursuit. Leur conclusion pourrait être rendue publique cette semaine. À la une également ce matin, le chiffre de la croissance française au deuxième trimestre est tombé et il est décevant. Plus 0,2% seulement. Emmanuel Dutheil, cela montre que la croissance reste très poussive dans l'Hexagone. Quelles sont les raisons? Comment on l'explique? Eh bien, c'est en grande partie de notre faute. On ne consomme pas assez. Et pourtant, cette année, le pouvoir d'achat progresse. C'est même la plus forte hausse depuis 12 ans. Mais voilà, tout ce que l'on en est, on est, semble-t-il, inquiet. Et donc, qu'est-ce que l'on fait quand on est inquiet? On épargne, il faut dire que c'est une habitude assez française. On considère souvent que les Français dépensent à peine la moitié de leur gain de pouvoir d'achat quand ces gains arrivent. Pourquoi ? Eh bien parce qu'on a toujours peur de se faire reprendre d'une main ce que l'on a reçu de l'autre. La consommation est aussi moins bien orientée que prévu parce que l'on achète moins de voitures. En tout cas, le résultat est là. La croissance marque le pas au deuxième trimestre. Et pourtant, du côté des entreprises, là, on continue à beaucoup investir. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais ça ne suffit pas à doper la croissance. En tout cas, sachez que si la croissance devait être atone au deuxième semestre, eh bien, cette croissance atteindrait quand même malgré tout 1%. C'est pas beaucoup, mais c'est déjà ça. Merci beaucoup Emmanuel Dutheil, chef du service économie d'Europe 1. Les anciens salariés de Whirlpool à Amiens, à nouveau suspendus à une décision de justice. Le tribunal de commerce doit se prononcer aujourd'hui sur le projet de reprise de l'entreprise WN qui avait elle-même repris le site il y a un an. C'est un échec. Sur les 162 salariés qui restent, une quarantaine seulement pourraient garder leur emploi. L'actualité politique, c'est François de Rugy qui se défend à nouveau. Sur BFM TV, hier soir, l'ancien ministre s'est dit victime d'une vengeance personnelle.
c'est une amie de sa femme qui a, selon lui, transmis les photos de ces dîners controversés au site Mediapart. Interrogé sur son avenir, François de Rugy ne ferme pas la porte à un retour au gouvernement. Alors que du côté des Républicains, on est en pleine campagne pour la présidence du parti avant le scrutin du mois d'octobre. C'est la chasse au parrainage en plein été pour les 3 candidats en lice. Ils ont encore 2 semaines pour récolter pas moins de 1300 signatures de militants. C'est ce qui est nécessaire. Et en cette période, ce n'est pas vraiment simple. Aurélie Herbemont. Une campagne interne, ça commence en s'aimant et ça finit en bain de sang, redoute un ténor. Voilà pourquoi Brice Hortefeux a suggéré à Guillaume Larrivé et Julien Aubert de se retirer pour laisser Christian Jacob seul en piste. Refus des challengers qui sont en pleine chasse au parrainage. Si l'exercice est presque une formalité pour Christian Jacob, c'est un travail de fourmi pour les 2 autres. Julien Aubert le confie, la collecte est complexe au cœur de l'été, d'autant qu'avoir les 1311 signatures requises ne suffit pas. Il faut s'assurer que le panachage des fédérations est respecté. Les soutiens doivent venir de 15 départements différents et maximum 131 parrains par département. C'est pour ça que les candidats ne sont pas totalement en vacances. Guillaume Larrivé était encore en déplacement hier à Lyon. Julien Aubert sera demain dans les Alpes-Maritimes. Quant à Christian Jacob, il a beau être favori, pas question de délaisser la campagne. En vacances dans le Sud, il en profite pour rencontrer des députés et maire LR. Et Aurélie Herbemont du service politique d'Europe 1 et Sainte Information Europe 1 de dernière minute. Une nouvelle permanence d'un député La République En Marche a été dégradée cette nuit. On l'apprend il y a quelques instants. Ça s'est passé à Foix en Ariège. Dégradation à coups de peinture. Une enquête a été ouverte. La suite du journal de Théo Manval et donc cette innovation qui pourrait faciliter la vie de dizaines de milliers de patients. Le cancer de la prostate touche 54 000 hommes chaque année en France. Le dépistage est fortement recommandé à partir de 50 ans, mais la biopsie peut être délicate, voire douloureuse. Une équipe de chercheurs du CNRS vient de mettre au point un nouveau test beaucoup plus simple, basé sur des tests urinaires qui devrait réduire considérablement le recours à cette biopsie. Les précisions de Mélanie Gomez. Aujourd'hui, pour dépister le cancer de la prostate, le parcours est un peu compliqué. Chez les hommes avec un dosage sanguin qu'on appelle le taux de PSA élevé et chez lesquels la taille de la prostate est anormale, on propose de faire une biopsie. Ce sont donc environ 100 000 hommes chaque année qui doivent subir cet examen, un peu douloureux, stressant et qui peut entraîner des complications, parfois des infections par exemple, alors que dans la moitié des cas, au final, il n'y a pas du tout de cancer. C'est donc pour éviter notamment ces biopsies inutiles que ce nouveau test a été développé. Un test urinaire, précise Antoine Morillon, qui dirige ses travaux à l'Institut Curie à Paris. Le principe du test est un test urinaire. Directement en allant chez l'urologue, on fait un prélèvement des urines et on teste en quelques jours si le patient a un cancer de la prostate ou pas. Et ça permet d'orienter vers un diagnostic plus précis et une biopsie qui est toujours aussi nécessaire à faire. Mais au moins, on aura trié, avec un test simple, on aura trié les patients qui n'ont pas besoin d'être envoyés en biopsie. Alors ces chercheurs vont encore travailler au moins 18 mois sur ce test pour valider son utilisation en pratique sur plus de 1000 hommes. Ensuite, il faudra qu'il obtienne son autorisation de mise sur le marché, son remboursement aussi, et si tout fonctionne, tous les hommes qui en ont besoin pourraient en bénéficier d'ici une dizaine d'années. Mélanie Gomez, spécialiste santé d'Europe 1. En bref, la France demande à la Russie la libération des militants d'opposition emprisonnés par centaines depuis les manifestations de samedi à Moscou pour des élections libres. Demande alors que Vladimir Poutine est attendu en visite dans l'Hexagone le 19 août prochain. Peut-être un classement sans suite à venir pour Neymar. La police brésilienne estime qu'après enquête, elle n'a pas d'éléments suffisants pour l'accuser du viol d'une jeune femme en mai dernier dans un hôtel de Paris. Cette jeune mannequin affirme avoir été agressée. Le parquet de Sao Paulo a 15 jours pour décider ou non d'abandonner les poursuites. Cette information Europe 1 maintenant, Théo. Quand le procureur de Paris en personne passe la nuit à plaider pour les affaires les plus ordinaires. Oui, en cette période estivale où on manque de bras dans les tribunaux, plusieurs avocats ont eu la surprise de voir débarquer mercredi dernier en pleine audience de comparution immédiate Rémi Heitz en personne, le procureur de Paris. Il a mouillé la robe pour prêter main forte à ses collègues et on peut dire, Salomé Legrand, que les affaires dont il a eu à s'occuper n'avaient pas grand-chose à voir avec son quotidien plus prestigieux. Il a vu défiler le panel complet des comparutions immédiates. 13 dossiers, depuis le refus d'obtempérer jusqu'au vol en récidive, en passant par les très classiques violences, dégradation et bien sûr le trafic de stupéfiants. Et si certains avocats ont été irrités de voir le procureur de Paris en personne représenter le parquet plutôt que de faire avancer des dossiers sensibles, disent-ils, Maître Solène Debar, avocate commise d'office, était, elle,
agréablement surprise. Dans un premier temps, moi j'ai vu les décorations sur la robe et c'est un confrère qui m'a dit mais t'as vu qu'il plaide aujourd'hui? Et je dis non, et je lui ai dit je m'en fiche en fait. Et il m'a dit mais c'est le procureur en personne. Et là j'ai remarqué que c'était effectivement monsieur Haidt. Il était tout à fait classique en fait et il prenait bien en compte la personnalité des mises en cause. C'est vrai qu'il surprenait peut-être par sa douceur. C'est un peu bizarre à dire, mais il prenait vraiment le temps de motiver la peine qu'il requérait. C'était agréable. Un investissement salué dans les couloirs du palais par les autres magistrats, ravis de voir le procureur participer à l'effort collectif, en l'occurrence jusqu'à la fin de l'audience à minuit passé. Salomé Legrand du service police-justice d'Europe 1. Et quand un pâtissier star fait retrouver le goût à ceux qui l'ont perdu. On estime qu'une personne sur 5 dans le monde a des problèmes pour percevoir les saveurs. Alors l'un des meilleurs pâtissiers du monde, l'Espagnol Jordi Roca, a décidé d'y remédier, d'essayer en tout cas. Il a monté un projet basé sur le chocolat pour réveiller nos sens et faire retrouver le plaisir de manger à ses patients. Henri de la Guérie. Avec une équipe de neurologues et de scientifiques, Jordi Roca a imaginé une expérience qui réveille le sens du goût par les autres sens. Les chercheurs ont divisé les éléments qui font le chocolat, la forme, la texture, la température ou la couleur. Avec tout ça, le pâtissier a pu recréer un chocolat spécial. Lorsque le patient le met dans sa bouche, son cerveau reconnaît tous les aspects du cacao. Il retrouve un goût enfoui dans sa mémoire grâce à un neurone qui s'active. Le Catalan s'est penché sur ce trouble car il souffre lui-même d'un handicap. Une maladie rare est en train de lui faire perdre sa voix. Au micro, il chuchote. Moi, je n'avais jamais imaginé perdre la voix. Tu te rends compte de ce que tu as perdu quand tu ne l'as plus. Et pour moi, bien sûr, la peur de perdre le goût est terrifiante. Je ne veux même pas l'imaginer. C'est pour ça que j'ai tellement d'empathie avec ces gens-là. 7 malades du cancer ayant perdu l'odorat ont participé à l'expérience. Une patiente a même fondu en larmes lorsqu'elle a reconnu le goût du cacao. Jordi Roca dit avoir choisi le chocolat car on l'associe à des moments heureux et ça stimule les souvenirs. Barcelone, Henri de la Guérie, Europe 1. Et puis je ne résiste pas, Pierre, à vous raconter cette histoire assez invraisemblable. Dites-moi. Aux États-Unis, la sécurité de l'aéroport de Baltimore a arrêté un homme qui voulait prendre l'avion avec, figurez-vous, un lance-missile dans sa valise, un Texan qui a expliqué qu'il rapportait un souvenir du Koweït. Il aurait peut-être dû choisir plutôt un porte-clés, ironise la porte-parole des autorités locales. Allez, heureusement, l'engin, on va dire, ne marchait pas. Il a été confisqué et remis aux pompiers.